RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec Odette. Bonjour Odette. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, on va parler des garanties constructeurs. Oui. Mais quand on parle de constructeurs, on parle de ceux qui fabriquent les maisons ? Oui, c'est ça. Pas Très les bien. constructeurs automobiles, Voilà. mais effectivement les constructeurs dans l'immobilier. Alors, dites-nous tout, ça concerne quoi ? Alors ça concerne les ventes d'immeubles à construire, c'est-à-dire Ouais. les ventes en voie future d'achèvement, Ouais. les constructions de maisons individuelles, D'accord. et puis les marchés de travaux privés, c'est-à-dire les gros travaux qu'on peut faire, changer une toiture, faire un ravalement de façade, etc. Enfin, à partir du moment où il y a quelqu'un qui fait des gros travaux dans une maison. D'accord. Alors, je crois qu'il y a plusieurs garanties. On va les balayer Tout à fait. ensemble. Tout à fait. Est-ce qu'on commencerait pas par la première, qui est la garantie de parfait achèvement ? Oui, alors c'est effectivement celle qui va jouer en premier, puisque là c'est la première année. Et alors, qu'est-ce qu'elle couvre du coup ? Oui, c'est ça. Alors, c'est la réparation de tous les désordres qui sont signalés lors de la réception. Parce que à la fin des travaux, il faut bien faire une réception de travaux. Ouais. Donc, on va le maître d'ouvrage va donc émettre éventuellement des réserves. Mhm. Et donc, ces réserves, ces travaux qui doivent être repris, doivent être refaits donc, par le constructeur. Alors, ne sont pas couverts par contre les dommages qui vont être imputables à un usage anormal, c'est-à-dire D'accord. si l'utilisateur fait un usage anormal de la construction, c'est pas normal de le faire payer Oui, on effectivement au considère, oui, constructeur. c'est logique. Qui a le droit à cette Alors, garantie de alors, parfait achèvement ? Alors la garantie de parfait achèvement, donc c'est pour tous les particuliers, enfin les personnes qui vont construire, qui ont des travaux. Et celui qui va devoir y faire face, c'est l'entrepreneur. D'accord. Mais ce n'est pas le vendeur d'immeuble. Hein. Donc, quand on achète effectivement un appartement en voie future d'achèvement, il y a celui qui vend, mais il y a celui qui va le construire. Et donc c'est bien celui qui construit. le construit. On Oui, est bien tout d'accord. à fait. Et est-ce qu'il y a une assurance obligatoire ? Alors non, ce n'est pas une assurance, donc c'est une garantie légale. C'est-à-dire que si le contrat... Alors par contre, si le contrat de vente ou de travaux prévoit une assurance, l'entrepreneur doit fournir un justificatif, mais il n'est pas obligé. C'est-à-dire D'accord. qu'il peut l'assumer tout seul sans assurance. Ok. Et quelle est la durée de cette garantie ? Je crois qu'on l'a un peu dit, mais... Alors là, c'est 1 an à compter de la réception des travaux, donc c'est assez court. Hein. C'est-à-dire que c'est Ouais. vraiment dans les choses qui vont se déclarer dans l'année suivant la réception. Oui, donc il faut être attentif sur la première année pour Tout à pouvoir actionner cette garantie de parfait Exactement. achèvement. Et comment est-ce qu'elle est mise en œuvre concrètement, cette garantie ? Alors, dans le contrat, en principe, il y a les modalités d'exécution des travaux, donc c'est la fixation des délais d'intervention, les constatations d'exécution de travaux, etc. Tout ça doit figurer dans le contrat. D'accord. Le maître d'ouvrage, donc c'est-à-dire celui qui fait faire les travaux, peut, suite à une mise en demeure restée infructueuse, faire exécuter les travaux aux frais et risques de l'entrepreneur sans autorisation d'un juge. Donc ça, c'est effectivement sur le papier, c'est possible. Mais c'est lui qui va avancer les frais. Alors, c'est assez risque et péril, puisqu'effectivement... Il n'est pas sûr que ça va être pris en charge, en fait. Non. En principe, ça doit être pris en charge, mais si ce n'est pas fait spontanément, ça veut dire qu'il va falloir de toute façon aller en justice. D'accord. Donc, il est peut-être préférable, surtout si c'est des grosses sommes, hein, de recourir à une procédure de référé pour demander alors, soit à la condamnation de l'entrepreneur à effectuer les travaux, Ouais. soit à payer à une autre entreprise qui va venir les faire. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième garantie, qui est la garantie de bon fonctionnement. Voilà, la garantie de bon fonctionnement. Et alors, ça couvre quoi, cette garantie ? Alors, ça couvre des éléments d'équipement du bâtiment. Alors, on parle effectivement de garantie de fonctionnement, donc ce sont pour des appareils qui fonctionnent. D'accord. C'est-à-dire que ça ne va pas être un mur, etc. Ça ne fonctionne pas, un mur, donc c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, ça va être par exemple, ça peut être effectivement la toilette, ça peut être une chaudière, ça peut être un chauffe-eau, ça peut être des choses qui effectivement doivent fonctionner. Donc, ça peut être effectivement... l'eau, etc. L'électricité, les lumières, ce genre de choses, quoi. D'accord. Tout à fait. Et du coup, qui a droit à cette garantie de bon fonctionnement ? Alors, celui qui y a droit, donc, c'est effectivement le client. Celui qui doit la mettre en œuvre, c'est toujours la même chose. C'est celui qui va le constructeur de l'ouvrage. D'accord. Et là, toujours la question de l'assurance obligatoire, toujours oui ou pas non ? d'assurance obligatoire. C'est aussi une garantie légale. Donc, c'est l'entrepreneur qui assume. Il doit fournir. Par contre, si c'est prévu dans le contrat, même chose. Hein, il doit fournir un justificatif comme quoi il est bien assuré. D'accord. Et alors, même question que tout à l'heure, la durée de cette garantie ? Alors, celle-là, elle est de 2 ans. 2 ans. 2 ans minimum. Alors, ça peut être un peu plus si dans le contrat, c'est marqué plus. Mais enfin, dans le principe, c'est 2 ans. Donc, toujours pareil à partir de la réception des travaux. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Ouais. Et comment est-ce que cette garantie de bon fonctionnement est mise en œuvre concrètement ? Alors, il va falloir effectivement faire savoir au constructeur que par lettre recommandée avec accusé réception, les problèmes rencontrés, c'est-à-dire par exemple la chaudière qui ne va pas fonctionner.
il faut lui demander réparation des dommages subis par les éléments d'équipement. C'est-à-dire que si ça a causé des dégâts, etc., il va falloir aussi qu'il répare couvrir les dégâts, dommages. tout à Ok. fait. Et s'il n'intervient pas, donc il va falloir faire une mise en demeure pour le mettre en demeure, effectivement, d'intervenir pour résoudre le problème. Et si on doit aller devant le juge, il faut le faire dans quel délai? Et ben pareil, dans les 2 ans, donc avant la fin de la garantie. Ouais, quoi qu'il arrive. Il y a une autre garantie qui, elle, est un peu plus connue, en tout cas plus couramment utilisée, la garantie décennale. Alors, elle est plus connue, effectivement, mais souvent, il y a des confusions par rapport Voilà, à cette c'est ça. garantie décennale. D'où l'intérêt d'en parler, et on va commencer par cette même question. Qu'est-ce qu'elle couvre, cette garantie décennale? Alors, cette garantie, elle va couvrir les dommages non apparents à la réception, c'est-à-dire que quand j'ai fait la réception des travaux, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien. Même si, effectivement, ça résulte d'un vice du sol, hein, si c'est un sol qui était argileux, etc. Enfin, bon, donc même, effectivement, des dégâts. Et qui compromettent la solidité de l'ouvrage. Oui. C'est-à-dire que ça n'est pas que de l'esthétique. Donc, et c'est là où souvent est le problème, c'est qu'effectivement la solidité de l'ouvrage, ça veut dire que si on ne fait rien, la maison risque de s'écrouler au pire. Enfin, donc c'est quand même, il faut quand même que ce soit des travaux relativement importants. Et souvent on se dit garantie décennale, y compris pour une fenêtre qui ferme mal ou pour... non. Ça marchait pas. Et croyez mon expérience, c'est difficile de prouver que c'est la décennale qui doit rentrer. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. C'est bon sur ce que ça couvre du coup? Oui, effectivement. Donc, le constructeur d'ouvrage ne peut s'exonérer de la responsabilité, c'est-à-dire qu'il peut s'en sortir que s'il prouve qu'il y a une cause étrangère. Ouais. Effectivement, c'est pas lié à son travail. C'est pas lié à son travail. Très bien. Et qui doit cette garantie décennale? Alors c'est toujours la même chose, c'est toujours le constructeur. Et du coup, l'assurance, est-ce qu'il y en a une obligatoire sur la décennale? Alors là, oui, c'est effectivement ça n'est pas une garantie, c'est une assurance. Ouais. La garantie décennale, c'est effectivement une assurance. Donc c'est une assurance de responsabilité. Donc le constructeur est obligé de la souscrire. Elle va couvrir les dommages dont il est responsable. Et puis, il doit effectivement justifier, là, quand on signe le contrat, effectivement, on doit demander la justification de la signature d'une garantie décennale, donc d'une assurance qui va couvrir les problèmes. Et je crois que ça doit figurer au devis, hein, normalement. En tout cas, vous êtes fourni au moment de la signature du contrat avec le constructeur. La durée de la garantie décennale? Comme son nom l'indique, effectivement, c'est 10 ans. Donc il n'y a pas de surprise. Et bien à compter de la réception, toujours pareil. Toujours pareil. Et comment est-ce qu'on met en œuvre cette garantie décennale? Ça, c'est une vraie grosse question. Hein. Alors, quand effectivement on est en présence d'un désordre qui est couvert par cette garantie décennale, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'on a bien... alors déjà, si on a une assurance dommage ouvrage, donc on en parlera un petit peu après de cette assurance dommage ouvrage. Et on verra qu'elle est importante aussi. Ouais. Voilà, ça peut beaucoup faciliter les choses, effectivement. Donc, si on a une assurance dommage ouvrage, on va s'adresser à elle et puis c'est elle qui va faire les démarches. Si on n'en a pas, il va falloir faire les démarches soi-même. Donc, il faut engager la responsabilité du constructeur de l'ouvrage avant les 10 ans. Toujours pareil. Ça, voilà, c'est un concept important, il faut bien le retenir. Et donc là, en cas de refus, effectivement, il faut saisir le tribunal pour que la responsabilité du constructeur soit retenue. Okay. Alors, effectivement, on a dit que c'était une assurance. Donc, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client, il peut s'adresser directement à l'assurance puisqu'il a en principe les justificatifs. Donc, il sait quelle est l'assurance et quel est le contrat, etc. Donc, il peut s'adresser directement à l'assurance pour mettre en œuvre cette garantie. Et je peux même vous dire, si je peux vous donner un conseil, adressez-vous directement à l'assurance. C'est pas la peine de vous retourner vers le constructeur. De toute manière, normalement, il doit faire appel à l'assurance. C'est lui qu'on doit normalement saisir. Ok, très bien. D'autres choses, ouais. Oui, alors effectivement, s'il y a eu liquidation judiciaire de l'entrepreneur, donc, et malheureusement, ça arrive quand même assez fréquemment, là, on va pouvoir aussi s'adresser à l'assurance. Ok. Et si, admettons, on a le problème du problème qui arrive vraiment sur la fin de la décennale. Alors oui, ça, par exemple, il arrive à 9 ans, etc. Ouais. Donc le temps qu'on met tout en œuvre, l'action peut intervenir à ce moment-là jusqu'à 12 ans. C'est-à-dire qu'on se donne 2 ans de plus pour pouvoir effectivement mettre en œuvre cette assurance, parce que c'est quand même généralement des dégâts effectivement très très importants. Et croisez-en l'expérience, cette nuance-là, elle est très importante. Si on saisit, on a encore 2 ans de plus, effectivement, et ça c'est extrêmement important. On en parlait il y a quelques instants, l'assurance dommage ouvrage.
Alors, l'assurance dommage. Alors, cette assurance, donc, celle-là, elle permet d'obtenir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation. Donc là, c'est un petit peu magique, entre guillemets. Ça facilite largement les choses. Donc, j'ai un problème sur effectivement la construction. Je m'adresse à mon assurance dommage ouvrage. Et puis, donc, elle va préfinancer. Elle va donc, les fonds versés sont directement versés pour la reprise des travaux. Et celle-là, elle est bien, mais elle n'est pas souvent. Normalement, elle devrait être proposée, mais elle ne l'est pas toujours. Alors, elle n'est pas toujours proposée. Et on va voir justement d'ailleurs qui doit la souscrire, parce que c'est un vrai point important aussi. Donc là, effectivement, celui qui la souscrit, contrairement à toutes les autres, ça n'est pas le constructeur, mais c'est bien le maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui fait construire la maison. Ou ça peut être le constructeur pour le compte, mais à ce moment-là, c'est dans le contrat. Ça fait partie des choses qui sont prévues dans le contrat. Et alors, revenons à cette question importante, mais est-ce qu'elle est obligatoire, cette assurance dommage ouvrage ? Eh bien alors oui, elle est obligatoire. Elle est obligatoire pour les travaux de construction. Donc si je fais construire une maison, c'est obligatoire. Pour la réhabilitation, la rénovation, quand ça peut compromettre la solidité de l'ouvrage. Donc c'est-à-dire quand c'est effectivement des travaux qui sont assez importants. C'est pas de la peinture, c'est ça. Voilà. Et quelle est la durée de cette assurance dommage ouvrage ? Alors, elle va prendre effet à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, c'est-à-dire au bout d'1 an, puisque la première année, normalement, tout est pris en charge par le constructeur. Elle dure en pratique donc 9 ans. D'accord. Toujours en principe, puisque là, on va aller effectivement jusqu'aux 10 ans de la garantie décennale. C'est ça. Voilà. Et est-ce qu'avant réception, on peut la faire jouer ou pas ? Alors, on peut, si on a fait une mise en demeure qui est restée infructueuse, à ce moment-là, le contrat de louage donc, avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations. Donc c'est avant la réception, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, l'entrepreneur, il a arrêté les travaux, il ne vient plus. Ok, voilà, c'est bien qu'on donne un exemple. Donc là, effectivement, on peut effectivement faire jouer cette assurance. Et puis elle va faire les démarches pour que les travaux reprennent par cette entreprise ou par une autre. Oui, c'est ça. Mais pareil, ça c'est un sujet qui peut arriver. Des fois, vous souscrivez, l'entreprise disparaît et vous avez pourtant engagé des frais. Exactement. Donc là, c'est bien d'avoir une dommage ouvrage. On a déjà payé effectivement des factures et la maison elle n'est pas finie et puis elle ne sera pas finie. Et après réception, pendant la période du parfait achèvement ? Alors, lorsqu'après donc une mise en demeure qui est restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations, c'est-à-dire qu'on lui a dit qu'il fallait refaire, etc. Donc là, il y a une levée des réserves qui porte sur les désordres d'ordre décennal. Donc effectivement, elle joue aussi après la réception, c'est-à-dire c'est l'assurance qui va faire les démarches. Ouais. Comment on la met en œuvre, cette assurance dommage ouvrage ? Alors, quand on a un dommage d'ordre décennal, donc c'est-à-dire pendant les 10 premières années, et dommage important, donc il faut déclarer le sinistre dans les délais prévus au contrat, donc on va les déclarer à son assurance dommage ouvrage. Ok. Et donc, à ce moment-là, il y a 2 possibilités. Il y a ou l'instruction du dossier sans expert. Donc, si l'assureur estime que la demande est manifestement injustifiée ou si le dommage est inférieur à 1 800 € TTC, l'assureur peut ne pas recourir à un expert à ce moment-là, effectivement, vu le coût de l'expertise. Et il a 15 jours, soit pour notifier son refus, soit pour proposer une indemnité. D'accord. Et si c'est avec expert cette fois-ci ? Et si c'est avec expert, voilà, donc l'assurance dommage ouvrage a 60 jours pour faire expertiser les dommages, communiquer le rapport d'expertise, indiquer si l'assurance joue ou pas. Et si elle joue, il a 90 jours à compter de la déclaration de sinistre pour présenter une offre d'indemnité. Alors maintenant, on va passer à la responsabilité du fait de dommages intermédiaires. C'est quoi ça ? Alors, ça vient effectivement en plus. Ah oui. Donc, ça couvre... c'est une responsabilité pour faute prouvée. Alors, elle couvre les désordres non apparents à la réception, c'est-à-dire... On n'a pas vu qu'effectivement il y avait un problème qui n'affecte pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement, donc c'est pas effectivement la chaudière, la douche, etc. Et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, donc ne jouent pas pour la garantie décennale. C'est ça. Par exemple, des fissures qui ne sont pas infiltrantes, donc à ce moment-là effectivement la garantie décennale ne va pas jouer. Si elles sont infiltrantes, ça peut mettre en donc qui sont dues par exemple à la mise en œuvre peu soignée des assiettes de confortement. Enfin voilà, ce sont des choses qui ne sont pas très très importantes, qui ne mettent pas en péril le bâtiment, mais qui malgré tout, voilà, quand on a une maison neuve, on ne veut pas qu'il y ait une fissure. Bien sûr. Ça peut être des décollements d'ennui, effectivement, des façades, de la façade qui est mal faite, des défauts d'aspect parce que ça n'était pas bien. Voilà. Mais alors cette responsabilité là du dommage du dommage intermédiaire, qui est-ce qui la doit ? Alors c'est celui qui construit. D'accord. Effectivement.
Donc ça veut dire que c'est le constructeur, quoi, c'est ça ? Tout à fait, c'est le constructeur. Okay. C'est lui qui a mal travaillé, donc c'est assez logique, effectivement, qu'il assume les problèmes. Ce qu'il a mal fait. Ce qu'il a mal fait. Mais du coup, c'est pris en charge dans le cadre d'une assurance ? Alors, non, pas forcément. C'est un peu comme les premières, c'est-à-dire que c'est effectivement lui qui la doit, c'est lui qui doit réparer ce qui a été mal fait. Il n'y a pas d'assurance obligatoire. D'accord. Sauf toujours pareil, si c'est spécifié dans le contrat, etc. Et quelle est la durée de cette garantie ? Alors c'est aussi 10 ans à compter de la réception. D'accord, très bien. Et alors comment on la met en œuvre ? Toujours la même question, mais c'est important. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que nos petites fissures soient réparées ? Alors déjà, sa mise en œuvre n'est possible que dans le respect des règles de non-cumul, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire jouer effectivement, comme on a dit, la garantie de bon fonctionnement ou la garantie nécédale. Donc elle ne va entrer en vigueur que si les deux autres ne fonctionnent pas. Si le désordre est de nature à relever de la garantie de bon fonctionnement, de la garantie, donc ça ne rentre pas dans celle-là. Par contre, si pour la garantie de parfait achèvement, la règle de non-cumul ne joue pas. Concrètement, ça veut dire qu'il faut porter à la connaissance du constructeur d'ouvrage par lettre recommandée avec accusé-réception les problèmes rencontrés et demander la réparation des dommages. Donc dans les 10 ans qui suivent effectivement la réception des travaux, tous les dommages doivent être signalés effectivement à l'entrepreneur. Et théoriquement, on va régler le problème à l'amiable. Voilà. Sauf si dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Sauf si effectivement, soit le constructeur est défaillant, soit etc. Sinon, c'est effectivement la justice. Donc, il va falloir saisir le juge. Et dans ce cas, il faut prouver la faute du constructeur d'ouvrage. Donc, il va falloir effectivement prouver que les problèmes qui se posent sont dus à une malfaçon au départ. On est d'accord qu'il faut bien se renseigner. Quand on construit, il y a effectivement, on l'a vu, plein de garanties qui agissent sur des choses complémentaires. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on a, et normalement on est censé toutes les avoir, et comment les saisir. Exactement. Et donc si on a besoin de conseils, on peut évidemment venir vous voir. Si on a des difficultés par rapport à ça, vous, UFC Que Choisir ? Oui, on peut venir nous voir, on peut prendre rendez-vous, soit par téléphone, soit via notre site internet. On peut aussi poser les questions via notre site internet et on peut traiter les dossiers à distance via internet. Voilà, je rappelle que si vous voulez réécouter cette chronique, vous pouvez le faire sur notre site internet www.rcn-radio.org. Quant à nous maintenant, Odette, je vous souhaite une belle journée et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org